Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires réalisé en partenariat avec Via Réseau et toutes les télévisions locales de France ainsi que la presse quotidienne régionale. Puis Territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui en direct sur ce plateau, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui sera notre invité en direct. Enfin, l'actualité sénatoriale en 3e partie de cette édition. Je vous retrouve dans un instant pour le JT des territoires. À tout de suite. On démarre ce JT des territoires avec un exemple précis de la difficulté dans les hôpitaux. Vous allez le voir, ouvert en 2016, l'hôpital de Gonesse doit avoir 76 lits et 56 postes supprimés dans le cadre d'une réorganisation. Inacceptable pour Jean-Pierre Blasi, le maire de la ville, ainsi que les syndicats qui dénoncent des conditions de travail déjà très dégradées. Michael Joly pour Via Grand Paris s'est rendu sur place. Regardez. Au pied du nouvel hôpital de Gonesse, des dizaines de drapeaux et quelques 300 manifestants. Un rassemblement initié par l'intersyndicale de l'hôpital et le président de son conseil de surveillance et maire de Gonesse. Tous dénoncent un plan d'économie prévu par la direction d'un montant de 15,5 millions d'euros sur les 5 prochaines années. On refuse les propositions de la direction de l'hôpital qui sont inacceptables, qui sont faites sous l'injonction du ministère de la Santé de réduire nos dépenses. On ne s'est pas battu pendant 20 ans pour avoir un hôpital neuf, un outil neuf qui est, dont tout le monde reconnaît la qualité, et puis voir des services fermés, l'offre de soins se réduire, se dégrader et les conditions de travail des personnels également se dégrader. Ouvert il y a 3 ans, l'hôpital de Gonesse doit voir 76 lits et 56 postes supprimés. Inacceptable pour les syndicats qui déplorent une situation déjà tendue. Aujourd'hui, on a quand même 2 ou 3 services qui sont en grande difficulté, dont notamment la pneumologie qui a fermé, avec des lits qui ont été dispatchés dans d'autres spécificités. Et la pédopsychiatrie aussi, et puis on assiste régulièrement, du fait du manque de personnel, à des fermetures de lits. On a déjà des fermetures de services entiers, des disciplines qui sont plus à l'hôpital de Gonesse, qui sont fermées maintenant, et donc du coup, c'est une catastrophe pour notre territoire déjà sinistré en termes d'offres de soins de ville. Contacté, la direction de l'hôpital confirme les suppressions de postes et de lits, mais réfute le terme de plan d'économie et préfère parler d'efforts à réaliser. Les manifestants envisagent quant à eux de lancer une pétition et organiser de nouveaux rassemblements d'ici quelques semaines. On part dans la Sarthe maintenant dans ce journal. Y a-t-il encore un espoir pour Arjo Wiggins, la papeterie spécialisée dans la fabrication de billets de banque, de cartes grises et autres documents officiels, qui a été placée en redressement judiciaire il y a quelques mois. Certains, en tout cas, y croient encore. Ils se sont d'ailleurs rassemblés au Mans, devant la préfecture, pour remettre au préfet une pétition demandant la nationalisation temporaire de l'entreprise. Il s'agit pour eux de tenter le tout pour le tout. Diane Lemoisson pour Via LMTV au Mans. Près de 9000 signatures recueillies pour cette pétition et un espoir toujours intact. Nous voulons que cette usine continue de fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la liquidation judiciaire et le seul moyen c'est la nationalisation temporaire. C'est un outil dont dispose l'État français, il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, ni à l'Europe, ni à qui que ce soit. Il décide à 9h et le soir la liquidation est terminée. À Bessay-sur-Bresse, 568 salariés ont perdu leur emploi dans la liquidation prononcée le 30 mars. Alors le maire de la ville soutient l'initiative. Favorable parce que c'est une solution parmi tant d'autres pour moi. Et si jamais elle fonctionne, c'est tant mieux. D'autant qu'elle est prise à l'initiative de citoyens, qui est quand même à souligner. On n'a pas tellement beaucoup de choix. Un soutien affiché également par Dominique Lemenaire ainsi que des élus de tous bords. Des représentants seront notamment reçus par les partis UDI, France Insoumise ou encore Parti communiste. On va distribuer partout, à l'Assemblée nationale, qu'on va donner au préfet, qu'on a déjà distribué un petit peu partout, parce que ça dit
ça n'accuse pas, ça pose des questions. Où est passé cet argent? Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Lebar? Pourquoi cette décision, elle a conduit à la déliquescence de l'usine? Et donc c'est ça qu'on veut voir étudier, parce qu'au fond, nous on veut changer les lois. Prochain acte ce samedi 22 juin pour la fête de la papeterie. Un pique-nique citoyen sera organisé devant l'usine dès 11h. On part pour le Gard maintenant, qui planche sur la préservation de ses ressources en eau. Comment gérer la ressource en eau face au changement climatique? Tel est le sujet d'une réflexion lancée par le département. Un département particulièrement vulnérable qui a connu en 2017 un épisode historique avec 200 jours de sécheresse et qui a donc décidé de plancher pendant l'année 2019 sur la problématique de l'eau afin de garantir durablement l'accès à cette ressource. Olivier Michel pour Via Occitanie y était, regardez. Avec plus 1,2 degré entre 1958 et 2007, le réchauffement climatique est une réalité pour le département du Gard. Un réchauffement qui se traduit par des épisodes de sécheresse accrus comme en 2017. Un réchauffement qui va affecter les ressources en eau, d'où le lancement d'une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour les préserver durablement. Pour que la moindre goutte d'eau soit le plus efficace possible. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une maladaptation au changement climatique. Pour ce faire, une étude sur la vulnérabilité de la ressource a été réalisée. Elle révèle que les sécheresses vont s'accentuer. Les sécheresses qu'on appelle agricoles, les sols vont être plus secs. Les sécheresses hydrologiques, c'est un mot scientifique, mais pour dire qu'il y aura moins d'eau dans les cours d'eau. Et puis aussi une atténuation de la recharge des nappes, c'est-à-dire moins d'eau dans le sous-sol. À l'opposé, les demandes en eau vont-elles augmenter entre agriculture et accroissement démographique? On attend 70 000 habitants en plus à l'horizon 2030 dans notre département. Ça veut dire qu'il va falloir trouver 7 millions de mètres cubes. Bon, on peut les trouver dans notre département, mais il y a des endroits où ça va être compliqué, où ça va coûter cher. À l'horizon de 3 ou 4 générations, on sera dans un climat qui va ressembler, je le disais, qui pourrait ressembler à celui de l'Afrique du Nord. D'où la nécessité de trouver des solutions classiques comme la création de retenues d'eau ou l'entretien des réseaux et d'autres plus innovantes, notamment en matière d'irrigation agricole. On a besoin aussi de développer une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau, c'est-à-dire moins d'imperméabilisation des sols et une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Afin de sensibiliser et d'impliquer les consommateurs et acteurs, 3 réunions de concertation publique sont organisées. Après celle du Pont du Gard, reste celle du 19 juin à Alès et le 25 juin à Nîmes. La restitution finale est prévue en fin 2019 pour une stratégie qui devrait être approuvée début 2020. On part dans le sud-est maintenant, où comment changer son regard sur les personnes réfugiées. C'est tout l'enjeu du Refugee Food Festival qui revient pour la 3e année consécutive à Marseille. 9 restaurants de la ville vont confier tout au long de la semaine leur cuisine à des chefs réfugiés. Direction celle du café Borelli pour découvrir la richesse de la cuisine afghane. Florence Giroux pour Provence Azur TV est allée la goûter pour nous. Regardez. Conviviale et généreuse, l'ambiance est à l'image de leur cuisine. Ce mardi midi, dans le cadre du Refugee Food Festival, le chef du café Borelli, Thierry Casoni, a laissé carte blanche à Mamadi Achakoula. Le chef originaire d'Afghanistan a élaboré un menu pour faire voyager les papilles des clients jusqu'en Asie centrale. Le riz est accompagné d'aubergines confites à la sauce tomate et aux épices ou encore de ses chaussons à la courgette et au fromage de brebis. Et malgré la barrière de la langue, les chefs ont réussi à cuisiner ensemble et adapter les recettes en fonction des produits et du matériel. L'occasion pour les cordons bleus du café Borelli de découvrir de nouvelles techniques. La cuisson du riz, en fait, c'est vraiment une technique qui est très particulière. En fait, c'est une cuisson en 2 fois. Ensuite, où on utilise très peu d'énergie. C'est une cuisson, on pourrait presque... ouais, c'est ça, c'est une cuisson qui est très économe en énergie. Nous, on s'en rend pas compte parce que là, on est sur des systèmes électriques, mais eux, chez eux, sont sur des cuissons au charbon, donc il faut faire attention et nous aussi on devrait faire attention à nos dépenses d'énergie. Une expérience avant tout humaine à laquelle participe le chef Thierry Casoni depuis 3 ans. Ça a du sens d'un point de vue personnel parce que c'est vraiment une des raisons qui m'a poussé moi à faire de la cuisine. Je suis pas cuisinier de formation, mais c'est une des raisons qui m'a amené vers cette pratique professionnelle. C'est vraiment le fait de pouvoir partager, échanger avec les autres.
Et là, ça fait vraiment tout son sens, quoi, justement, d'accueillir Achakula et de pouvoir partager avec lui. Et c'est bien là l'objectif de ce festival, imaginé pour changer notre regard sur les personnes réfugiées. L'idée de se dire que la cuisine serait un formidable moyen pour reconnecter les personnes réfugiées à leur société d'accueil. Nous, on venait de l'univers de la cuisine et du voyage. Et c'est vrai que la cuisine, c'est une des rares choses qui a le mérite de tous nous rassembler, d'une certaine manière qui peut mettre tout le monde à égalité. Le festival souhaite aussi être un tremplin dans la carrière des réfugiés. 6 sur 10 ont d'ailleurs trouvé des opportunités professionnelles après leur collaboration. Le menu du chef Achakula sera à la carte du Café Borelli tous les midis jusqu'à dimanche prochain. En parallèle, 7 autres restaurants marseillais accueilleront des chefs tout au long de la semaine. Une belle occasion de voyager en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire ou jusqu'en Éthiopie. Voilà, on poursuit ce journal des territoires avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite, on s'y retrouve. Bonjour, Saveria, on démarre avec la une de Sud-Ouest, le G7 à Biarritz qui rapporte des affaires. Tiens donc. Du 24 au 26 août prochain, Biarritz fera la une des médias du monde entier. Elle accueillera les plus grands dirigeants de la planète dans le cadre du G7, le sommet des grandes puissances mondiales organisées et pourvoyeurs d'affaires dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont notamment l'économie et les produits locaux qui sont privilégiés, mais c'est aussi un choix diversement apprécié par les habitants. Certains commerçants craignent une baisse de leur activité. La grande plage sera interdite au public, tout comme la circulation des véhicules et des non-résidents. À la une de la Provence, le cannabis, vrai débat ou pétard mouillé? C'est une proposition pour le moins disruptive. Le Conseil d'analyse économique, c'est un think tank indépendant, mais qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, préconise de légaliser le cannabis en France. Objectif, reprendre le contrôle de ce marché, alors que la France s'apprête dans le même temps à lancer une expérimentation du cannabis à usage thérapeutique. Ce Conseil d'analyse économique propose d'aller bien au-delà. Plusieurs députés de bords différents vont d'ailleurs déposer aujourd'hui une proposition de loi pour une légalisation contrôlée du cannabis. C'est un tollé ce matin. Il y en a sur toutes les radios, dans tous les médias d'information. Ce sont des images chocs que la France découvre ce matin. À la une du Maine Libre, une vidéo polémique dans une ferme sartoise. C'est grave. Ce sont des images chocs que la France découvre ce matin. Des vaches à hublot, des vaches dont on perfore l'estomac pour étudier leur digestion. Ça se passe dans une ferme sartoise qui appartient au groupe privé Avril. Des hublots installés sur le flanc des vaches pour accéder à leur panse. Pour L214, à l'origine de la découverte des images, ces recherches n'ont qu'un seul but, booster toujours plus la productivité des animaux via leur alimentation. Et vous pouvez voir sur le site de ce journal ces vidéos ainsi que sur le site de France Info ce matin. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, un secteur à pourvoir d'urgence, Saveria. Ce secteur, ce sont les services à domicile. Ils recrutent de plus en plus de monde. Exemple, en Alsace, rien que cet été, associations et opérateurs privés ont besoin de 350 salariés. Des emplois, mais personne pour les pourvoir dans l'aide et les services à domicile. La pénurie d'intervenants pousse les structures associatives d'Alsace et les opérateurs privés à mener campagne pour recruter. Le gouvernement prévoit également une simplification des démarches pour les Français qui font appel à ces services. Et à la une de l'Écho de la Haute-Vienne, pour terminer, Hermès relève le gant, titre humoristique. C'est une très bonne nouvelle pour Saint-Junien et ses alentours. Hermès va y créer une centaine d'emplois. L'entreprise de luxe prévoit de doubler le nombre d'artisans qu'elle emploie actuellement dans la commune des Hauts-de-Vienne. L'entrée d'Hermès dans ces nouveaux locaux devrait se faire en 2022 avec une centaine d'embauches sous peu. Avec l'agrandissement de ces ateliers, Saint-Junien consolidera sa vocation cuir. Autrefois, des milliers de salariés vivaient de cette activité, la Cité du Cuir. On se réjouit bien sûr de cette annonce qui va peut-être amener d'autres acteurs à venir s'installer dans la commune. Voilà, merci Saveria. On retrouve pour l'actualité parlementaire et politique en troisième partie de cette édition. Tout de suite, on part pour le Club de la Presse. Guillaume Doyen, Sébastien Fournier sont avec nous sur ce plateau. À tout de suite. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes un régulier habitué de cette émission, ainsi que Sébastien Fournier. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril. Vous dirigez la rédaction d'Objectif Métropole de France. Messieurs, avec vous, ce matin, nous allons regarder comment les Français perçoivent leur maire, avec un sondage très intéressant réalisé par Opinionway pour Public Sénat, dont on va regarder tout de suite les principales indications et enseignements avant d'en parler ensemble. Regardez.
Ils sont dans le cœur des Français. Malgré la défiance envers les politiques, les maires restent les élus préférés des citoyens. 68% estiment que ce sont eux qui comprennent le mieux leurs préoccupations quotidiennes, contre seulement 5% pour le président de la République. Très critiques envers l'exécutif donc, les Français le sont moins avec leurs élus locaux. Ils sont 71% à apprécier le travail réalisé par leurs maires depuis les dernières élections municipales de 2014. C'est cette même année que le non-cumul des mandats est entré en vigueur. Il interdit aux parlementaires de briguer des mandats exécutifs locaux. Une mesure encore aujourd'hui plébiscitée par environ 3/4 des Français. Mais alors que les élections municipales approchent, les sondés se montrent divisés. À peine plus de 50% des électeurs ont l'intention de voter pour leur maire actuel ou un candidat qu'il soutiendra s'il ne se représente pas. Mais 44% souhaitent du changement à la tête de leur mairie. En mai 2020, tout est encore possible. Pour 3/4 des Français d'ailleurs, les résultats des élections européennes n'auront pas d'impact sur leur choix de vote pour les municipales. Voilà des explications de Marvin Guglielminetti de Public Sénat, avec ce sentiment, Guillaume Gouldoyen, de proximité avec les différents types d'élus. Alors, les maires, c'est 68%. En comparaison, c'est amusant, le président de la République, c'est 5%. Oui, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Donc l'élu de proximité remplit très bien son rôle, les Français le plébiscitent. Il y a un décrochage... alors je ne suis pas étonné de ce résultat qui confirme... Mais 5% c'est très peu, le président de la République. Non, mais il y a le président et entre lui et le président, il y a les autres strates d'élus locaux. Oui. C'est pas fameux. Enfin, les conseillers départementaux, c'est 6%. Régionaux, c'est 7%. On reste dans le même étiage. C'est rien. Extrêmement bas. C'est absolument inquiétant de voir... Alors les députés européens, on n'en parle même pas, c'est 1%. Voilà, donc... Et comme les sénateurs d'ailleurs. Donc vous imaginez à quel point les gens considèrent qu'il n'y a qu'une personne qui comprend leur vrai problème, c'est le maire. À portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher. À la fois, quand on parle de proximité, il est certain que l'État est quand même assez loin. Lorsqu'on interroge les habitants des villes, des communes, c'est pas l'État qui va pouvoir, selon eux, régler leurs problèmes du quotidien. C'est bien les élus qui ont un ancrage local, qui sont en prise directe. On l'a vu d'ailleurs avec la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat, avec l'ouverture des cahiers de doléances. Ils sont vraiment ancrés dans la réalité. Alors il y a une réalité absolument incroyable, c'est la connaissance du nom du maire. Eh bien, les chiffres sont écrasants. Connaissez-vous le nom de votre maire? Oui, 70%. Oui. C'est vraiment la personnalité la plus proche. Alors, ça a des risques, ça aussi, Guillaume Doyen. Ça a des risques pour les... Imaginez, vous êtes un élu rural, élu d'une commune de moins de 2000-2005, par là. Vous faites tellement partie du paysage, vous êtes tellement connu que c'est un job quasiment bénévole d'ailleurs, mais sollicité 24 heures sur 24 par les citoyens. C'est médecin de famille presque. Moi, vous ne pouvez pas traverser la plage du village sans être arrêté 5 fois d'affilée. On vous appelle pour le chien qui aboie, pour n'importe quelle engueulade entre voisins. Donc votre job, si vous voulez, c'est une seconde vie pour vous. Une poubelle non ramassée, on perd quoi? 4 voix, celle d'une famille. Puis des travaux, alors là je vais parler de villes peut-être un peu plus grandes, des travaux pour les déplacements, pour les transports, c'est effectivement c'est des points qui peuvent être perdus pour les élus. D'ailleurs, certains l'ont payé dans les scrutins passés. Je pense à Orléans, je pense ailleurs, où le tramway a été mis en place, où les travaux, disons, ont commencé. Et là, ça a été fatal, je veux dire, au niveau de la population. Ça a été très mal perçu. Alors, si on le connaît, ce maire, très bien. Il y a un problème, c'est qu'on ne sait absolument pas comment le classer politiquement. Ce qui apparaît dans ce sondage, c'est absolument incroyable. Bon, ils connaissent le nom du maire, mais savoir presque s'il est de gauche, s'il est de droite, à quel parti appartient-il, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça prouve que c'est une élection, au fond, très particulière, la sélection d'un maire. Ça prouve que c'est, une élection très particulière, comme vous le dites, et deux, que l'effondrement des partis dans l'esprit des Français et dans la réalité se confirme. J'ai vu un autre sondage qui indique clairement que les gens ne vont absolument pas voter par rapport à l'étiquette politique des maires. Pour les petites communes, on comprend évidemment, on n'a pas besoin d'une étiquette politique pour mener une politique locale avec si peu de moyens, mais même pour les métropoles, je pense qu'on ne va pas beaucoup voir de sigles
de sigles de partis sur les affiches électorales. Ça va être mon parti, c'est ma ville. Hein. Mon parti, ça va être ça à tous les coups. Mon parti, c'est ma ville. Je pense qu'ils vont tous le sortir. Exactement. D'autant plus qu'il va y avoir des alliances qui vont s'opérer. Ça va être un petit peu une tambouille locale. Donc ça va être difficile de s'afficher. Alors, c'est assez curieux parce que le jugement sur le travail accompli par le maire, alors excellent, c'est 11%, c'est peu, mais bon, c'est 71%. Donc c'est quand même un chiffre important. Et médiocre, 18, mauvais, 8. Donc la totalité, médiocre, mauvais, c'est 26%. Alors ça veut dire quoi? Que le maire en place bénéficie, Guillaume Doyen, d'une prime au sortant évidente, une cote de sympathie a priori, c'est ça l'idée? Je pense qu'il bénéficie d'une cote de sympathie forte. Je pense qu'on est dans un pays avec 35 000 communes et dont 80 ou 90% font moins de 2000 ou 2500 habitants. On est dans un pays où la commune standard, c'est le village. Ne l'oubliez pas. Alors le village rural ou le village ou la petite ville du périurbain, si vous voulez. Mais la norme française, c'est une toute petite commune en réalité. C'est ça qu'on oublie. 50% de la population vit, il me semble, dans des villes de moins de 10 000 habitants, donc dans des bourgades, si vous voulez. Donc la France, c'est pas la France des grandes villes. Même si elles sont placées dans l'orbite des métropoles, évidemment. Rappelez aussi qu'un maire touche une indemnité vraiment minime. Donc quand oui, j'ai regardé ça. La ville est petite, c'est vraiment... C'est 500, 600 euros, je crois. La première indemnité, c'est ça. Oui, mais qui devrait être revalorisé, puisqu'il est question de revoir le statut de l'élu. On devrait aller sur une strate supérieure de 20 000 habitants, c'est-à-dire 1 500 euros à peu près. Alors, l'intention de réélire le maire actuel. Alors, on a vu la cote de sympathie est importante. On a vu donc que l'adhésion de la population est forte à ce maire. Mais alors, en ce qui concerne, et ça c'est paradoxal, c'est contradictoire même, la possibilité de le réélire. Alors là, on est quasi à 50-50. Réélire votre maire actuel, 51%. Voter pour un autre candidat, 44%. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une cote de sympathie, mais alors une absence totale de fidélité. Ça peut changer du jour au lendemain. On le voit après, dans les autres résultats, il y a un besoin, il y a un désir de changement. Il y a un désir de changement. Et c'est vrai, il y a une contradiction, parce que si c'est 71% des Français qui sont satisfaits, ils ne sont que 50% effectivement à vouloir le réélire. Comment vous expliquez ça ? Je crois qu'il y a effectivement ce besoin de changement. Alors je crois que les chiffres d'ailleurs sont un peu plus importants dans les grandes villes, ou tout du moins l'envie de réélire est peut-être moins important à l'inverse, parce que les problèmes sont peut-être aussi plus importants dans les grandes villes, dans les aires urbaines, très grandes aires urbaines, où là en effet vous avez la pollution, vous avez la congestion, vous avez des tas de choses, donc des choses qui embêtent, qui irritent, la pauvreté aussi, parce que c'est vrai que la pauvreté dans les grandes villes est importante. Bref, un certain nombre de difficultés que les habitants veulent voir disparaître. Donc il y a un besoin de changement. Alors sujet polémique, qui n'est pas pour les Français consultés. L'adhésion au non-cumul des mandats, c'est écrasant, une bonne chose, 73%. Alors que le milieu politique, sur cette affaire, les élus, les assemblées, sont beaucoup plus circonspects face à cette... Les Français se rendent... je pense que les gens n'ont pas totalement vu les problèmes que ça avait posé, que de rompre le lien entre de déconnexion, l'élu local et le parlementaire, si vous voulez. Qu'un élu local, une grande collectivité, s'y consacre à plein temps, je conçois qu'il le demande, si vous voulez. Mais dans les petites villes, il peut largement faire les deux et porter la parole des territoires au Parlement et faire redescendre les lois votées par le Parlement dans son territoire. Ce lien a été extrêmement important. En fait, la rupture, la fin du cumul des mandats, ça a plutôt accentué le centralisme français. Oui. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Oui. Les Français y sont apparemment attachés, donc on le gardera. Sébastien Fournier, un chiffre incroyable, c'est ce 1% d'adhésion des Français au fait qu'ils considèrent que les sénateurs sont dans la proximité avec eux. 1%. Oui, c'est pas beaucoup. Il y a des élections sénatoriales en 2020. On puisse dire. Pour remonter ces chiffres, ça va être compliqué. À quoi ça tient ? Ça tient. Alors, d'abord parce que le Sénat, je pense que pour les Français, et là, on parle des habitants des communes. C'est les Français qui s'expriment pour les élections municipales. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Peut-être ont-ils le sentiment que ça reste pour eux une anomalie dans la République. Que ça coûte cher. Que ça coûte cher, en effet. Que nous avons trop d'élus, trop de parlementaires. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Je crois qu'ils
savent pas très bien exactement comment les choses fonctionnent, la navette parlementaire. Et puis aussi, on le disait tout à l'heure, c'est la question de la proximité. Pour ce qui est du quotidien, les élus, les Français pensent que les élus locaux sont les plus à même de répondre à leurs problèmes plutôt que les sénateurs. Idem pour les notamment députés les parlementaires européens qu'on vient d'élire, ils sont oui, en fait, assez loin. Je pense que la notion de proximité est instantanément traduite par l'esprit du sondé par... il pense à l'école. Oui. Il pense au transport en commun. Oui, au quotidien. Il pense au ramassage des déchets, absolument. Au tri. Il pense à un certain nombre de choses extrêmement concrètes. Effectivement, c'est pas vers le sénateur qu'on va aller se tourner quand le toit de l'école fuit. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. Sébastien Fournier d'Objectif Métropole de France, vous restez avec nous. Évidemment pour le débrief de l'invité politique tout à l'heure et le débrief de l'actualité, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui est sur notre plateau. Pour l'instant, c'est la météo qui nous occupe avec des orages. Il pleut. Sur Paris, c'est évident. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, est avec nous. On le voit dans un instant sur ce plateau en direct. Tout de suite, on sera aux États-Unis où les élus de la Chambre des représentants ont déposé un projet de loi pour l'indemnisation des descendants d'esclaves. Et vous allez voir des images de l'acteur Danny Glover qui a été auditionné par le Congrès américain. Et puis on sera au Canada où Justin Trudeau est attaqué pour un projet de pipeline. Le Premier ministre canadien qui passait jusque-là pour être très favorable à la transition écologique est en porte-à-faux. Regardez ça, on se retrouve juste après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est l'un des débats les plus sensibles et les plus clivants de la nation américaine, l'un des plus anciens aussi. 400 ans après l'arrivée des premiers esclaves sur le sol américain, l'année 2019 pourrait s'avérer déterminante pour les descendants d'esclaves afro-américains. Une politique nationale de réparation est un impératif moral, démocratique et économique. Je suis l'arrière-petit-fils d'une ancienne esclave. C'est en écoutant des témoignages comme celui de l'acteur Danny Glover que des élus américains de la Chambre des représentants ont présenté un projet de loi ce mercredi pour indemniser les descendants d'esclaves aux États-Unis. Justin Trudeau décidé. Mardi, le Premier ministre canadien annonce relancer les travaux d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain vers la côte ouest canadienne. Et pour devancer les opposants au projet, il veut dans la foulée rassurer. Nous sommes aussi engagés à mettre en œuvre un véritable plan pour protéger notre environnement et lutter contre le changement climatique. Des engagements loin de convaincre les défenseurs de l'environnement. Moins de 24 heures après avoir fait adopter leur motion sur l'urgence climatique en Chambre, ils annoncent qu'ils vont aller de l'avant avec le fait de construire un nouveau pipeline qui va tripler la production de sable bitumineux. Pour ça ici, ça va tout retourner sur Terre. C'est l'heure pour David Saint-Jacques de faire ses bagages après un séjour de plus de 6 mois dans la Station spatiale internationale. Ses valises rentreront à bord d'une capsule cargo qu'il a lui-même attrapée avec le bras canadien.
À bord de Soyouz, il ne pourra apporter qu'une toute petite boîte. Les objets les plus précieux, on les garde avec nous et on peut ramener sur le Soyouz l'équivalent à peu près d'une boîte de mouchoirs. C'était le week-end dernier. Jérémy Clapin recevait le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy pour J'ai perdu mon corps. Deuxième récompense prestigieuse pour le réalisateur qui avait déjà reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes.